Avec cette vidéo, on débute l'étude du chapitre 12 de mes notes de cours, chapitre 12 qui porte, entre autres sur le moment de force, mais plus précisément qui met en relation la grandeur physique force qu'on a déjà vu, le bras de levier qu'on va définir c'est quoi, et le moment de force, qui évidemment a un lien avec la force, mais qui est autre chose. La force mesurait notre efficacité à déplacer un objet en ligne droite, en translation, de faire bouger, de faire avancer un objet. Le moment de force, ça va être une grandeur physique qui mesure notre efficacité à faire tourner un objet alentour d'un axe de rotation. Okay. Le moment de force, un grand moment de force, ça va vouloir dire qu'on est efficace pour faire tourner. Un petit moment de force, ben on est moins efficace pour faire tourner. Bon, pour ce faire, il faut comprendre toutes les conventions qu'il y a associées au moment de force. Ici, ce que j'ai mis, c'est un objet quelconque. Là. Il est vraiment de forme quelconque. Mais ce qu'on parle, c'est de le faire tourner. Bon, ça prend un axe de rotation. Ça prend un clou à quelque part. L'axe Z, c'est le clou qui a été mis ici. L'objet a été cloué. Et l'objet va pouvoir tourner alentour de cet axe de rotation-là. Donc, un objet qui pourrait tourner alentour de ce clou-là, là, comme je vous le montre présentement, dans un sens ou dans l'autre. Évidemment, avec la force qui est appliquée présentement, ben, ça ferait tourner l'objet dans ce sens-là. Mon axe de rotation, ben, souvent je vais dire que c'est le clou, c'est ce qui a été mis ici, puis ça va correspondre à l'axe Z de rotation. L'endroit où j'applique ma force, parce que là ça va avoir une importance, donc l'endroit où ma force est appliquée, le point d'application de la force, la ligne d'application de la force, donc le vecteur force, je pourrais dessiner un pointillé sur son orientation générale, on va appeler ça la ligne d'application de la force. Tantôt, je mentionnais l'endroit où on applique la force. Bien, la distance entre mon clou, mon axe de rotation, et l'endroit où j'applique la force, on va appeler ça le bras de levier R. Donc, la distance, la longueur de ce vecteur-là correspond au bras de levier, à la distance entre l'axe de rotation et l'endroit où j'applique ma force. Les ingénieurs vont beaucoup parler d'un bras de levier perpendiculaire. Cette fois-ci, le R n'est pas mesuré entre le clou et le point d'application de la force, mais plutôt entre le clou et la plus petite distance pour se rendre sur la ligne d'application de la force. La grandeur ici est plus petite que ici. Là. Géométriquement, il faudrait le voir. Fait que ces ingénieurs, souvent, ont tendance à travailler avec ce bras de levier-là, qui est défini de cette façon-là. Et pour faire des calculs, on va avoir besoin de l'angle entre la force et le vecteur qui représente la distance d'application de la force, qu'on peut mesurer de ce côté-ci, qu'on peut mesurer de l'autre côté ici. Évidemment, il y a une relation 180 degrés entre les deux. Puis on va voir que ça n'a pas vraiment d'importance qu'on mesure d'un côté ou de l'autre. Avant qu'on voit la formule, puis je vais le rappeler dans la vidéo tout à l'heure, on a dit que le moment de force, c'était l'efficacité à faire tourner. Évidemment, si j'applique une plus grande force dans le même sens, l'objet va avoir... C'est plus facile de faire tourner. Il pourrait accélérer plus rapidement en rotation. Une autre façon de faire tourner un objet plus facilement, c'est pour la même force de venir l'appliquer plus loin. Donc, je me serais mis au bout ici. C'est plus facile de faire tourner cet objet-là. Évidemment que si je viens travailler proche du clou ici, ça va être dur de le faire tourner pour la même force. Excusez. Et finalement, un troisième facteur fait que la longueur a de l'importance, l'endroit où je l'applique a de l'importance, et l'angle aussi. Pour la même longueur de vecteur, évidemment, si je tire comme ça, ça va être beaucoup moins efficace à faire tourner que si j'étais ce qu'on vient de montrer. Ou encore, si je tirais comme ça, j'ai pratiquement pas d'efficacité à faire tourner pour la même longueur de vecteur. Donc, l'orientation a également son importance. Bon, mathématiquement, le fait qu'il y a trois facteurs importants, on pourrait expliquer l'aspect... l'algèbre vectorielle, les équations qui sont ici, c'est la façon mathématique de montrer qu'il y a une relation entre R, F et l'angle. Je ne veux pas insister là-dessus. Pour la plupart des étudiants, on peut résoudre tous nos problèmes sans se préoccuper de cette algèbre vectorielle-là. Le moment de force, attention, des fois, certains livres de physique vont utiliser la lettre grecque tau et d'autres livres la lettre majuscule M. Les ingénieurs, on aime mieux le M majuscule et c'est celui-là que je vais essayer d'utiliser le plus couramment. Donc, pour calculer cette efficacité à faire tourner là, j'ai le paramètre distance, R, j'ai le paramètre force et j'ai l'angle entre ces deux choses-là. Donc, cette formule-là, on va l'utiliser. Souvent, on va combiner
R puis sin θ de l'angle, on va utiliser le bras de levier. On pourrait montrer mathématiquement là, que il y a une relation, étant donné qu'on a un triangle rectangulaire ici, qu'il y a une relation là, entre R perpendiculaire et le R ici, puis c'est lié justement à l'angle. Donc des fois, là, on va dire que je calcule simplement mon moment de force comme le bras de levier perpendiculaire fois F, mais on voit que le bras de levier perpendiculaire inclut ce qu'il y avait dans la formule précédente. Donc ça, c'est une deuxième façon que j'aime bien utiliser. Troisième façon, d'autres livres de physique le présentent comme ça. Je le laisse tomber pour ne pas vous mêler avec ça. Puis c'est le dessin qui est à côté ici correspond justement à cette troisième façon-là. Donc on le néglige. Le moment de force peut avoir un signe qui est lié au sens de rotation. Donc j'ai la convention du sens de rotation ici. Donc, au calcul que j'ai fait, je pourrais rajouter un signe quand j'ai besoin du signe. Quand j'ai besoin du signe, je vous rappelle que je mets un indice, puis là, je mets un indice Z parce qu'on analyse ça par rapport à l'axe de rotation ici, si ça fait tourner horaire ou anti-horaire. Donc, ça, on va y revenir dans des problèmes. On continue le résumé avec comparaison avec ce qu'on faisait en translation. Donc, quand on faisait des sommes des forces pour déplacer un objet, qui était parfois égal à 0 quand c'était de l'équilibre, ben, je peux faire la même chose, la somme des moments de force. Un objet qui ne tourne pas, ou en tout cas qui n'accélère pas en tournant, c'est que la somme des forces est égale, la somme des moments de force est égale à 0. Donc ça, c'est la partie vectorielle, mais dans les faits, on utilisait ces formules-là en translation. Puis là, je vais utiliser celle-ci en rotation. Et il faut tenir compte du signe. Tenir compte du signe, mais ça veut dire aussi de regarder si ça tourne anti-horaire et horaire. Ce que je vais faire bien souvent, puis je pourrais mettre celle-là en jaune, là, dans les faits, c'est souvent cette formule-là que je vais utiliser, que je vais comparer les moments qui font tourner anti-horaire avec les moments qui font tourner horaire, puis ça doit être égal des deux côtés pour que l'objet n'accélère pas en rotation, donc que ça soit égal à 0. On va y revenir de façon plus précise, là, mais je voulais vous montrer la formule que j'utilise couramment. Les charnières, je vais laisser tomber ça, sauf pour les groupes particuliers que je travaille spécifiquement avec les charnières. À la deuxième page, c'est l'analyse des angles. Je laisse tomber ça aussi pour la plupart des groupes. J'y reviendrai au besoin, mais à la toute fin, probablement un ajout aussi par rapport à vos notes de cours. Donc, vérifiez dans votre résumé si vous avez cette partie-là, puis ajoutez-la au besoin. Mais au même titre que dans le chapitre 7, quand on faisait juste la translation, juste des sommes des forces, ben, la partie somme des forces, là, ce côté-là du égal, faire la somme des forces, c'est aussi trouver la force résultante. Hein. Quand j'additionne toutes mes forces, puis je la remplace par une force, on appelle ça la force résultante. Donc, même chose, ici, l'aspect de faire la somme de tous les moments de force, ben, je pourrais remplacer tous ces moments de force-là par un seul de moment de force résultant qui serait égal à toute cette somme de moments de force. Donc, je peux le faire avec un signe ou je peux m'intéresser au module. Donc, ça, il y a quelques problèmes qu'on va résoudre avec ces deux équations-là, que pour la plupart, il faudrait ajouter dans votre résumé. Fait qu'au besoin, on va y revenir pour comprendre à ce moment-là de façon plus précise qu'est-ce qu'on fait avec ça.